Bonjour à toutes et à tous. Du fait des évolutions du monde professionnel, de la réglementation aux attentes des actifs et du monde en règle générale d'ailleurs, nous avons choisi d'explorer ensemble les moyens de repenser le monde du travail. Je m'appelle Corinne Estelle Guémin, je suis entrepreneure et fondatrice de Plume Biz. Notre métier, permettre à nos clients d'améliorer la productivité et la fidélisation de leurs collaborateurs. Tous les jours, nous accompagnons des dirigeants, des directeurs et des RH dans leurs enjeux en termes de ressources humaines, de RSE ou encore de communication interne et de marque employeur. Avec ce live Bebuzz, nous vous proposons de rencontrer des hommes et des femmes de métier qui vont partager avec nous leur vision et leur expérience sur des sujets clés. Aujourd'hui, je reçois Audrey Sanchez. Audrey, tu es avocate en droit social à Paris 16e. Tu accompagnes au quotidien des dirigeants et des directions des ressources humaines de sociétés françaises et de groupes internationaux dans leur gestion de leurs relations de travail individuelles ou collectives, de la mise en œuvre de politiques sociales à la restructuration d'entreprises. Notre sujet aujourd'hui, comment organiser le télétravail à l'étranger des salariés. Alors, le télétravail déclenche des passions, c'est un fait. Tant du côté des employeurs que du côté des collaborateurs. Certains ne jurent que par ce mode d'organisation, d'autres l'exècrent. L'expérience massive du télétravail imposée par les confinements en 2020 et 2021 a brisé de nombreux mythes sur ce qu'une main-d'œuvre à distance peut réaliser. D'après la COFAS, les entreprises d'un pays comme la France réduiraient leur coût de main-d'œuvre d'environ 7% si un emploi télétravaillable sur 4 était virtuellement délocalisé. En contrepartie, le télétravail a révélé un certain nombre de risques psychosociaux, de fraude interne, de défis liés à la cybersécurité, par exemple. Il présente également de nombreuses opportunités, s'il est bien travaillé, bien organisé. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur l'encadrement et les obligations lorsque le télétravail est exercé de l'étranger. Alors Audrey, peux-tu nous préciser ce que l'on entend déjà par télétravail? Oui, bien sûr, Corinne. Alors, le télétravail, c'est un mode d'organisation du travail dans lequel le salarié effectue son travail hors des locaux de l'entreprise de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Le salarié peut ainsi travailler depuis son domicile ou dans des espaces collectifs situés en dehors de l'entreprise que l'on appelle communément les espaces de coworking. L'employeur peut-il s'opposer au télétravail et plus particulièrement à la demande d'un collaborateur qui voudrait télétravailler d'un domicile hors de France? Notre sujet. C'est habituellement alors l'accord collectif ou la charte, s'ils existent dans l'entreprise, qui va fixer le cadre applicable au télétravail. Et il est assez fréquent de constater que de nombreuses entreprises ont pris le soin de verrouiller la possibilité d'un télétravail à l'étranger, en mentionnant expressément dans l'accord ou dans la charte que le télétravail s'exercera exclusivement en France métropolitaine. Et puis, bien sûr, il y a la vie de l'entreprise et il peut arriver que certaines situations individuelles soient regardées de près et fassent l'objet de dérogations à ce principe. Enfin, il existe des entreprises qui, totalement à l'inverse, autorisent expressément le recours du télétravail à l'étranger. Comment être sûr que l'on respecte la réglementation légale fiscale? Alors, c'est toute la difficulté, puisqu'à date, aussi surprenant que cela puisse paraître, le législateur n'a toujours pas encadré le recours du télétravail à l'étranger. Nous sommes donc nombreux à attendre impatiemment une loi sur le sujet ou à tout le moins une position de l'administration pour sécuriser ce dispositif. Alors dans l'intervalle, on apprécie au cas par cas car les situations qui se présentent, enfin, on apprécie pardon, au cas par cas les situations qui se présentent et puis on tente de faire un parallèle avec les situations de détachement et d'expatriation qui sont, elles, encadrées par la loi. Même si, bien évidemment, ça ne colle pas exactement à ces situations-là.
Qu'en est-il des couvertures santé, prévoyance et autres avantages non monétaires dont les salariés bénéficient sur le territoire français? Je pense par exemple aux cartes restaurants. Moi, j'ai cité les Mmh. mutuelles, etc. Alors, en matière de sécurité sociale, il existe un principe de territorialité. Ça signifie que tout travailleur est soumis au régime de sécurité sociale du pays dans lequel il exerce son activité. Alors, lorsqu'un salarié est détaché dans une autre entreprise du groupe, les règlements européens et certaines conventions bilatérales signées entre la France et les pays tiers à l'Union européenne considèrent que le lien euh, reste suffisamment fort entre l'employeur situé en France et le salarié à l'étranger pour que ce dernier soit maintenu au régime de sécurité sociale français. C'est une forme de fiction juridique. Toutefois, comme je le disais, le télétravail à l'étranger n'est pas une situation de détachement, puisque le télétravail leur conserve une activité tournée vers la France au profit de l'employeur français. Alors, est-ce à dire qu'il faudrait appliquer strictement le principe de territorialité, voire appliquer deux régimes de sécurité sociale lorsque le collaborateur travaille à raison de quelques jours dans le mois dans les locaux de l'entreprise en France et puis le reste du temps depuis sa résidence à l'étranger? On sent que cette solution n'est pas cohérente, puisque précisément dans cette situation, le lien avec la France reste plus fort en télétravail qu'en détachement. Mais bon, on va dire que vraiment on tâtonne, on regarde chaque situation au cas par cas et puis on n'est pas non plus complètement démuni puisqu'on peut, également solliciter, l'avis de l'URSSAF pour avoir un éclairage sur la situation. Alors pour la mutuelle et la prévoyance, c'est la même idée puisque ce sont des dispositifs qui viennent en complément de la sécurité sociale et puis, dans des cas comme cela, moi aussi j'invite les employeurs à se rapprocher de leur organisme pour pouvoir regarder de près, les clauses contractuelles. Et puis sur le sujet tout à l'heure que tu évoquais de la carte restaurant, alors déjà on a un débat jurisprudentiel franco-français sur le sujet, puisque certaines juridictions considèrent que les télétravailleurs ne sont pas légitimes à solliciter leur maintien, tandis que d'autres imposent leur octroi en application du principe d'égalité de traitement entre télétravailleurs et travailleurs. Alors, en tout état de cause, il n'est même pas certain de toute façon que le pays étranger accepte les cartes restaurants. Alors vraiment, si on veut adopter la solution, la plus sécurisée, ça peut être utile de se pencher, sur le sujet de la mise en place d'une indemnité de panier. D'accord. J'aime beaucoup en fait, c'est pas l'opposition, mais en fait, le côté télétravailleur et travailleur. Ah oui, bon, tu as raison. Ça Un ça travailleur, sent est dans tous les ouais, un télétravailleur est évidemment un travailleur, mais justement, c'est vrai qu'il y a encore un débat jurisprudentiel et qui n'est vraiment pas encore tranché sur le sujet. Donc, pourquoi faudrait-il, traiter, le télétravailleur et le travailleur, différemment? Mais effectivement, ça ne devrait pas être une opposition, je suis d'accord avec toi. alors, est-ce possible d'accepter ce mode de travail pour certains employés et pas pour d'autres, au sein d'une même organisation? Alors alors cette question déjà, c'est celle de l'égalité de traitement. Donc, ce principe, hein, ça signifie que tous les salariés placés dans une situation professionnelle identique doivent bénéficier des mêmes avantages. Alors partant de ce principe, il est permis de distinguer entre les types de postes occupés par les salariés pour identifier ceux qui sont éligibles au télétravail et ceux qui ne le sont pas, notamment, lorsqu'il y a des sujets de sécurité. C'est la même idée, à mon sens, en matière de télétravail à l'étranger. Si un cadre collectif l'interdit, mais qu'une situation individuelle particulière, et je pense notamment à des contraintes familiales, mérite un regard un peu plus aiguisé sur le sujet hein, et éventuellement un traitement particulier, il sera toujours possible d'expliquer les raisons objectives qui ont conduit à accorder une attention particulière à un collaborateur. D'accord. Au niveau des infrastructures et des équipements, qui a la responsabilité que tout fonctionne bien? Parce que bon, ça implique en fait la dématérialisation des échanges, hein. Donc, qui a cette responsabilité et quelles peuvent être les conséquences en cas de manquement? Alors, l'employeur a une obligation de sécurité envers ses salariés. Donc, il doit s'assurer de la conformité du domicile du salarié et notamment à ses installations électriques.
Alors pour ce faire, il peut demander au salarié qu'un expert intervienne à son domicile, mais la plupart du temps, les entreprises demandent à leurs salariés qu'ils leur adressent une attestation sur l'honneur sur le sujet. Les équipements, donc évidemment l'ordinateur portable, le casque, l'écran, appartiennent le plus souvent à l'employeur et il devra fournir un service approprié d'appui technique. D'accord. Alors, le télétravail à l'étranger peut offrir aux employés une flexibilité franchement précieuse. Oui. Il nécessite, en contrepartie, une gestion vraiment diligente pour s'assurer que les besoins de l'entreprise sont satisfaits. Comment suivre la performance du collaborateur? Alors, la distance peut bien évidemment créer de la difficulté, d'autant plus quand elle s'accompagne d'un décalage horaire. Néanmoins, les managers sont désormais rodés avec la crise du Covid et puis les outils existent. Alors moi, je pense surtout qu'il reste important de fixer régulièrement des temps d'échange avec le collaborateur pour discuter de la charge de travail et puis lui apporter évidemment l'accompagnement adéquat. Oui, bien sûr. Alors, nous avons pointé les risques psychosociaux au début, hein, induits par l'isolement professionnel, mais aussi un manque de reconnaissance et de soutien de la part des supérieurs hiérarchiques. Hein, on peut dire loin des yeux, loin du cœur. Donc, il y a pas mal de risques lorsque l'on est en télétravail. Selon toi, peut-on revenir en arrière et limiter cette tendance à l'hybridation du monde professionnel, hein? Quel est ton conseil? Alors, moi, ce que j'ai vu, hein, c'est que la crise du Covid a eu quand même le mérite de démontrer que le télétravail pouvait offrir de la flexibilité aux collaborateurs et qui s'en trouvaient, bien évidemment plus performants. Mais comme tu le disais tout à l'heure et encore maintenant, à l'inverse, certains collaborateurs ont souffert de cet isolement. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas un mode d'organisation qui fonctionne, de la même manière pour tous les collaborateurs et que les entreprises et les partenaires sociaux ne s'y sont d'ailleurs pas trompés, puisqu'on voit aujourd'hui que la plupart des accords mettent en place un télétravail à raison de 2 à 3 jours par semaine. L'idée, c'est de créer un équilibre entre individualité et non individualisme et collectivité. Oui, est très, très important cet équilibre. Alors, merci beaucoup Audrey. Notre live se termine. Un immense merci à tous d'avoir été présents pour cette discussion enrichissante sur le télétravail à l'étranger. Un grand, grand merci à toi Audrey pour toutes ces précieuses recommandations, informations. Nous avons bien noté vos questions. Nous y répondrons dans les prochains jours. Ne manquez pas notre prochain rendez-vous Bibuzz avec Audrey ou avec nos autres intervenants. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos articles et les enregistrements de nos lives sur notre blog Plume Biz et sur notre chaîne YouTube. Surtout, prenez soin de vous. À très vite. Merci.